Au niveau de l'enfance, moi je trouve que j'ai eu une superbe enfance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 30 ans, j'ai eu ce problème à la jambe. C'est suite à un médicament qu'on prend en Afrique qui s'appelle la quinine, auquel je suis allergique. Quand on m'en a donné, et puis du jour au lendemain, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Tu peux même pas imaginer que ça peut t'arriver, c'est quelque chose... alors quand ça te tombe dessus, c'est un peu la fin du monde. Depuis ma naissance, j'ai été rejeté parce que j'étais roux. J'ai grandi dans les Haumes, j'étais passé à l'âge de 5 ans parce que mon père alcoolique a tabassé ma mère parce que ma mère était en train de coucher avec le voisin qui était roux. Mon père m'a toujours renié, rejeté, enfin bref. À 18 ans, même avant d'être majeur, j'étais déjà SDR. Et la suite, c'est une bière, c'est un joint, c'est un peu de coke, un extra, un peu de ski, un peu d'LSD. J'ai eu des problèmes avec mes parents. Pendant 4 ans, je me suis disputé avec eux et ça n'a pas été. Mes études supérieures, j'ai fait des études d'apprentissage en horticulture, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé jusqu'à mes 30 ans facilement. Puis petit à petit, ça s'est dégradé dans ma vie. Les problèmes de drogue, d'alcool, tout ça, ça s'est enchaîné. Ils n'avaient pas le temps de conduire à l'école. Ils commençaient déjà à boire jusqu'à des 10 heures de minuit. Si toi, tu as une difficulté, tu as certainement de la famille, tu as certainement des proches qui vont pouvoir t'héberger un certain temps, qui vont pouvoir en tout cas t'aider à t'en sortir. Les personnes qui tombent à la rue, c'est les personnes qui n'ont plus justement ce filet de sécurité, qui n'ont plus personne pour les aider. J'avais 2 chambres, j'avais mon chez moi. Je suis surtout à la rue parce que je suis tombée sur un propriétaire véreux. Bon, j'ai eu une agression personnelle avec ma fille, c'est à cause de ça aussi. J'étais contente de mon logement. Et quand j'ai perdu à cause du propriétaire qui était malhonnête, j'ai tout perdu, j'ai dû placer mes enfants d'urgence, j'ai tout perdu. Je viens de Bruxelles à la base, j'ai 20 ans de Bruxelles devant moi. Moi, Liège, ça va faire à peine 1 an et demi que je suis là. C'est aussi, je suis arrivé dans une ville où je connaissais personne, je me suis senti seul. Je voulais me faire des amis, je n'ai pas forcément fréquenté les bonnes personnes. J'ai eu un appart, j'ai invité les mauvaises personnes chez moi, de ça, j'ai perdu mon appart. Et c'est un peu comme ça. Et quand elles sortent de la rue, que ce soit de façon temporaire lorsqu'elles sont hospitalisées ou lorsqu'elles retrouvent un logement ou qu'elles vont en institution, en fait cet isolement il réapparaît d'un coup. Et donc nos bénévoles compagnons, c'est un peu cette espèce on va essayer de briser ce sentiment et cet isolement. Oui. Ils vont juste être là pour aller papoter un petit peu, pour occuper la personne et la motiver par rapport à sa prise en charge. Qu'en fait, être sans abri, c'est pas une identité, c'est une situation, à un moment donné dans une vie, ça arrive à n'importe qui, ça vient très vite. Et alors, eux nous disent souvent, mais en fait, le fait de pas être regardé, d'être ignoré, il n'y a rien de pire parce que notre estime de nous, elle descend. C'est déjà super compliqué d'être assis par terre en regardant tout le monde de haut. De demander de l'argent, c'est quelque chose qui est hyper ingrat à vivre. Et donc... le meilleur conseil qu'on donne, c'est si vous voulez pas donner de l'argent, dites au moins bonjour, faites un sourire. Et ils disent un sourire, ça peut illuminer notre journée et la changer complètement, quoi. C'est clair. Et c'est de nouveau pour ça qu'on voulait vraiment s'appeler Smile, avec ce côté ultra positif. Des fois je dors en tente, quand on me la prend pas, ou qu'on me la brûle pas. Ouais, c'est avec des couchages, couverture. Les abris de nuit, je suis plus trop friand parce que voilà, il y a des vols, il y a des disputes. Quoi, t'as pas un ordinateur à portée de main, t'as pas téléphone. Et puis quand t'es à la rue, tu perds tellement de choses. Ouais. Tu dors dans un truc pendant la nuit, on te vole tellement de choses, ton sac, tes papiers d'identité, souvent tout est à recommencer. Donc à un moment aussi, t'es à bout de verre. Parce que l'homme a volé mon sac à dos, 2 GSM, je dors sur le macadam complet. Je dors comme ça. Je dors pas, je somnole. Parce que j'ai pas confiance. Je dors au Guillemot avec mon homme. Ah oui. Mais bon, on s'endort à 3h du matin, on est réveillé à 7h. Les abris de nuit, toit complet, maison d'accueil. On ne peut pas y aller parce qu'on a des gens de voyage. C'est pas l'endroit où je me sens le plus en sécurité, mais c'est l'endroit pour moi où il fait le plus chaud. Ici, en tout cas, à Liège, c'est la gare des Guillemins. Okay. La gare des Guillemins, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'heure d'entrée, il n'y a pas vraiment d'heure de... Tu peux arriver à 1h, 2h du matin, tu vas jusque dans le parking, c'est ouvert, tout ça. Mais c'est vrai qu'à partir de 7h du matin, je crois, voilà, les gens de la sécurité viennent pour nous dire de dégager, qu'on appelle les abris de nuit. Mais les abris de nuit, c'est un peu... tu es jamais sûr que tu vas être pris, donc il faut se présenter déjà à 21h.
à 7h du matin, on te met quand même dehors. On te met quand même dehors. Et tu ne peux pas revenir avant qu'il soit 21h. Donc, il faut tourner une journée, c'est long, quoi. Une journée, c'est long. On est des êtres humains. Des fois, on est tellement fatigué, on a envie de faire une sieste. Puis, il y a les opportunités des gens qui t'aident dans la rue, tu sais jamais quand ça tombe. Moi, spécialement, je n'aime pas. Spécialement, entre un abri de nuit et dormir dans un parking, je préfère encore dormir dans un parking. Moi, je vis dans une tente. Je cherchais des appartements. Bon, on m'a refusé. Faut pas oublier, la rue, c'est aussi beaucoup de drogue. Soit il y a quand même un problème d'alcool caché, soit il y a un problème de drogue, quoi. Peut-être pas pour tout le monde, mais en gros, c'est ça. Pour ma part, c'est pareil partout. C'est pareil partout. Maintenant, si t'as pas envie de trouver de drogue, voilà, tu vas pas la chercher. Et il n'y aura pas de sécurité tant qu'il y aura les dealers. Avoir demander à l'aide aussi, et c'est pas toujours facile. Il y a un truc qu'on dit souvent à Liège, on dit Liège le piège. Et t'es pas bien, prends une bille de blanche. Ici, c'est ce qu'ils proposent, et c'est pas bon. Mais le souci majeur qu'il y a ici, c'est que, premièrement, il y a trop d'agressions. Il y a trop de dealers. Quand il y a trop de dealers, on embarque souvent des mauvaises personnes. Donc les étrangers, on les prend, une heure après, on les relâche. C'est pas normal. Et de Meyer ne peut pas se rendre compte du système. Oui, il veut déplacer les SDF, les mettre ailleurs, mais il y aura toujours le problème de la drogue. Si tu veux, à la gare, les 3/4 des SDF, ils fument de la drogue. En général, c'est tous des immigrés. Donc c'est des Pakistanais, des Arabes, des Algériens. Et ils prennent une pluie par où, ils sont en train de fumer de la drogue. Jusqu'à 3h, 4h30, 5h au matin. L'argent de la drogue, ça représente 400 milliards de dollars en 2010. Et c'est le 3e ou le 4e marché mondial, juste après l'alimentation, le pétrole et les médicaments sont juste en dessous, je pense. Quand tu prends une bouteille d'alcool, une bouteille de vodka, tu sais dire exactement combien il y a d'alcool dedans. Tu prends un gramme d'héroïne en rue aujourd'hui, à 3 dealers différents, tu es certain d'avoir déjà extrêmement peu d'héroïne dedans, surtout à Liège, et en plus de ça, elle est couplée avec une tonne de produits. Et donc ça multiplie les risques d'overdose, d'infection, ça multiplie une série de problèmes sanitaires qui sont liés au fait que la drogue est interdite et du coup pas contrôlée. Souvent, ce qu'on dit même, c'est que nous, on doit faire avec, on doit travailler avec, parce que le nier, ce serait ne pas prendre la personne dans sa globalité, et surtout, ça ne fonctionnerait pas. Et donc, souvent, dans la relation avec le bénéficiaire, on est 3. Il y a nous en tant qu'infirmière, le bénéficiaire et la consommation. Et il faut qu'on trouve un équilibre. Parce que dire à une personne qui consomme d'arrêter du jour au lendemain, c'est impossible. Il faut se rendre compte que la consommation, c'est une maladie. Ça crée une dépendance physique et psychologique. Et qu'une dépendance physique, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. On a tendance à juger et à remettre toute la faute sur la personne qui consomme. Mais nous, ce qu'on propose aux personnes, c'est de prendre du recul et de réfléchir au pourquoi cette consommation a commencé dès le départ. Et alors, ce que nos bénéficiaires nous répondent, je voulais pas commencer, mais j'étais tellement à bout. La vie à la rue, c'était tellement compliqué que j'ai voulu oublier un instant. Et en fait, quand on prend une dose, on ne s'arrête plus. Parce qu'il faut savoir que l'héroïne, si on prend une fois, on en devient accro. Et le corps devient malade si on ne lui en donne pas une deuxième dose. J'ai une famille, un emploi, que j'ai des gens autour de moi, que j'ai une passion, que j'ai encore du plaisir dans ma vie, que ma vie est structurée d'une certaine manière. La drogue va prendre peut-être une place, mais elle restera plus ou moins minime. Et puis, on prend une personne à la rue qui vit dans l'insécurité, qui doit faire gaffe où il met les pieds, où il dort, qui mange pas toujours à sa faim, qui peut-être n'a pas les moyens d'accéder aux soins de santé basiques, comme les dents, tout simplement, et qui finalement vont trouver dans l'héroïne, qui est un analgésique ultra puissant, qui va répondre à tous leurs problèmes. D'un coup, je suis dans le ventre de ma mère, il fait chaud, il fait bon, j'ai plus de problème. Et simplement penser qu'en retirant ça, on va régler le problème, c'est simplement le mettre face aussi à leur extrême précarité. Et donc c'est compliqué. C'est d'autant plus dur qu'il n'y a pas dans leur quotidien quelque chose qui sera lié à un plaisir ou à une actualisation. Une personne qui vit à la rue, c'est une personne qui a perdu toute estime d'elle-même. C'est parfois même une personne qui a perdu totalement son identité, qui ne sait plus qui elle est, qui ne se reconnaît plus. Donc c'est des personnes qui psychologiquement sont au plus bas. Au niveau estime d'eux-mêmes, il n'y en a plus. Et donc, demander à une personne qui est déjà au plus bas psychologiquement de faire un énorme effort pour sortir de sa consommation
et faire les démarches qu'il faut pour sortir de la rue. Si elle n'a pas une main tendue, cette personne, elle ne va pas réussir. Et donc c'est pour ça que des équipes, je trouve, comme nous et comme nos collègues, qui vont être cette main tendue et qui vont aider la personne et l'accompagner dans cette démarche, c'est essentiel. On ne peut pas demander à la personne qui est déprimée ou en plein burn-out dans son canapé de retrouver un travail 2 semaines après. Alors, il y a plein de raisons qui expliquent que le taux de consommateurs soit élevé chez les personnes sans abri. D'une part parce que c'est une porte d'entrée, la drogue, quand elle devient à ce point problématique où le lien social se brise, où les proches perdent confiance, il y a parfois une perte d'emploi, il y a toute une série de choses qui vont se mettre en route et la personne va dégringoler petit à petit de l'échelle sociale et se retrouver dans une situation d'extrême précarité comme on peut le voir ici à Liège. Où tout le quotidien est structuré par la recherche des besoins primaires, dormir, prendre une douche, manger, boire, se déblanchir si on est consommateur d'héroïne, et donc trouver de l'argent. Et il y a peu de place en fait pour l'actualisation, dire comment est-ce que je vais me sortir de ça. Heureusement que ça existe parce qu'on ne se rend pas compte. Il y a des trucs, tant que tu n'es pas dans la rue, tu ne te rends pas compte, mais qui deviennent vite un casse-tête. Tu vas absolument prendre une douche parce que tu as rendez-vous. C'est chouette, c'est vrai que c'est bien, tous ces trucs, la fontaine où on peut prendre des douches gratuitement. Et c'est quand même bien parce qu'ils ont des espèces de petits casiers où tu peux laisser pas trop d'affaires, mais ça te permet quand même de laisser quelques affaires qui restent à l'abri et qui te protègent pendant plus d'une année. Oui, il y a plus de structures à Liège. Il y a le Botanique, il y a le CPS, la Croix-Rouge, il y a Guillaume et tout ça. La fontaine aussi. On peut aller se laver là-bas. Donc tout est gratuit chez nous et effectivement il y a tout le matériel pour pouvoir se laver, donc la tête aux pieds, donc tout ce qu'on a à la maison. C'est un service donc socio-sanitaire, c'est-à-dire que c'est un service vers où ils peuvent venir pour prendre soin d'eux-mêmes, donc soit prendre une douche, laver leurs vêtements, recevoir des soins infirmiers, de pédicure. On a aussi une consigne, une bagagerie quoi. En résumé, nous sommes ouverts tous les matins de 9h à 13h et 3 après-midi, dont une uniquement pour les femmes, de 14 à 15h30. Non, j'essaie de remonter la pente, grâce justement à certaines associations comme Smile, comme les éducateurs de rue et tout ça. Donc en gros, Camille et moi, on est toutes les deux infirmières, spécialisées en santé communautaire, toutes les deux. On a directement travaillé dans le milieu de la grande précarité. Nous, notre objectif, c'est d'orienter les gens et de les accompagner dans un suivi médical. Et donc nous, notre rôle, c'est de se dire le droit à la santé, c'est un droit fondamental pour tous. On va identifier les éléments qui font qu'ils n'y ont pas accès et on va vraiment faciliter du coup l'accès aux soins en jouant le rôle de passerelle entre la rue et les structures de santé. Donc sur les terrains, le travail se divise en 2 grandes parties. Donc il y a les maraudes, où là on va se balader dans les rues et on va à la rencontre de toutes les personnes qu'on croise. Il y a 2 grandes zones, il y a le centre-ville et les Guillemin. Et puis alors il y a tout le côté accompagnement, où là on se rend dans toutes les structures médicales, les différentes associations du réseau, pour accompagner les personnes et les aider à franchir le pas des portes des institutions. Et on va directement lui demander ce dont il a besoin aujourd'hui. Donc souvent on va commencer par donner des vêtements, par donner des produits d'hygiène, ou par juste parfois prendre un café avec la personne pour l'écouter parler et l'écouter nous raconter un petit peu son quotidien, ses difficultés, comment elle se sent. Et c'est sur base de ça en fait qu'on va pouvoir démarrer le travail avec elle. C'est en apprenant à la connaître qu'on va pouvoir ajuster notre suivi. Et après très vite on va se mettre à traiter tout ce qui est problème de santé aigu, tout ce qui est en crise. La majorité attend qu'une chose, c'est qu'on leur tende la main, vraiment. On fait un bilan de santé générale et on assure tous les accompagnements avec eux. Donc on va physiquement à tous les endroits où ils doivent aller. Et ça, du coup, ça aide énormément parce que ils se sentent soutenus dans la démarche. Puis même, tu vois, être à un rendez-vous chez un médecin à 9h, il faut pouvoir se lever. Camille et moi, en 2 ans, on a rencontré plus de 250 personnes et on a permis à 17 personnes au total de quitter la rue. Donc on sait que c'est une méthodologie qui fonctionne. Maintenant, l'envers du décor, c'est que du coup, on est sollicité tout le temps et qu'en fait, on n'arrive plus à suivre le rythme et à offrir notre aide à toutes les personnes qui en ont besoin, en tout cas pas de manière qualitative. Et donc, pour continuer, comme je disais, 250 en un an, il y a 800 personnes sans abri. T'imagines tous ceux qui sont délaissés. Et en réfléchissant avec les autres institutions du réseau, on s'est rendu compte qu'il manquait quelqu'un qui faisait le lien en fait entre les personnes qui vivent à la rue et les structures de santé. Et donc on a estimé ensemble qu'en créant cette équipe mobile médicale, on pourrait raccrocher ces personnes à un système de soins.
vraiment pouvoir toucher un maximum de monde en allant dans les squats, en allant dans les coins reculés. C'est à nous d'y penser, noter un agenda, de reprendre les rendez-vous. On fait vraiment tout ce qu'une infirmière à domicile fait, sauf que le domicile ici c'est la rue. On n'est pas obligé de donner de l'argent, mais quand on passe à côté d'une personne, je la regarder, lui sourire, lui dire bonjour, en fait ça va lui donner le sentiment d'exister et ça va la reconnaître à notre égal. On est tous des êtres humains et donc juste sourions-nous. C'est la problématique avec positivité et avec vraiment ce côté humain. On veut ramener l'humain au centre en fait. Demander de l'aide à gauche à droite, moi je pense qu'il y a assez de structures, comme je dis, pour voilà, dès qu'on a besoin. Maintenant la personne qui n'a pas envie ou que c'est pas le moment, je peux comprendre aussi. Ça existe depuis 1976, c'est un centre qui s'intitulait avant le centre promotion santé, qui était installé en Pierreuse et qui était géré par 3 médecins. Et ils se sont mis ensemble pour accompagner les personnes très défavorisées, les personnes immigrées. Donc la question de la drogue n'était pas encore vraiment au centre de leur intérêt. Bon, mais en travaillant avec ces personnes-là, le taux de consommateurs d'héroïne était quand même très élevé. Et donc ils ont décidé à ce moment-là de proposer, d'introduire pour la première fois à Liège des traitements de substitution. Petit à petit, on va dire que leur travail s'est focalisé autour de la consommation. Donc, ici, il y a 7 médecins qui travaillent sous forme de permanence, donc quelques heures une fois par jour, une fois un jour de la semaine. Ils font des dépistages et hépatites aussi, il y a pas mal d'autres choses sur le côté, mais ça tourne toujours aussi autour de la consommation ou des dégâts corollaires. Il y a 2 intervenants psychosociaux qui, eux, ont un job très polyvalent. Donc c'est vraiment accompagner la personne dans ses démarches administratives, dans la recherche d'un emploi, dans la recherche d'un logement, accompagner les personnes physiquement à des rendez-vous si les personnes ne sont pas à l'aise, aller par exemple au CPS, défendre un peu leurs droits, un rendez-vous médical par exemple. Il y a une équipe de psychologues, on est 3, une équipe dont je fais partie. Alors, on travaille toujours à la demande ici, donc c'est pas quelque chose qui est imposé quand il y a un traitement de substitution, mais quand la personne en fait la demande, on l'accompagne alors dans sa réflexion autour de la consommation. Une personne qui a vécu un deuil, plusieurs deuils répétés, qui est dans une passe de dépression, qui vit une rupture difficile, mais évidemment ces personnes-là sont peut-être plus sujettes à être tentées, à retomber dans des vieux mécanismes, et là on est aussi là pour faire garde-fou, si on peut dire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 255 personnes qui fréquentent le centre, il y en a très peu qui sont dans des situations extrêmement précaires. On est plutôt dans des profils assez variés, de tout âge. À l'époque c'était une population plus vieillissante et héroïnomanes, et maintenant on voit de plus en plus des personnes cocaïnomanes plus jeunes, et bien souvent déjà insérées. En fait, c'est pas des personnes qui n'ont pas de travail, c'est des personnes qui soit travaillent, soit sont sur la mutuelle, qui ont une famille soutenante, qui ont des amis. Il y a environ 5-6%, enfin je sais pas le chiffre exact, mais de personnes sans abri. Parfois, malheureusement, les personnes on a l'impression qu'elles se noient un peu, que c'est très compliqué finalement de les capter, de les faire venir au rendez-vous, de maintenir un lien, et on met tout en place pour que ça soit le cas, mais parfois c'est compliqué. Nous aidez-nous, il y a plein de moyens. Donc comme tu vois, il y a plein de vêtements. Je te disais qu'on distribuait beaucoup de vêtements en rue. Donc on fonctionne que avec des dons. Sac à dos, des sacs de couchage, des chaussures. Tout ce qui est couverture, c'est plutôt les Sentinelles de la Nuit, qui est une ASBL bénévole, qui tourne le soir et qui, eux, distribuent couverture, sacs de couchage et repas. Le principe des cafés suspendus, je commande un café et j'en commande un deuxième qui sera suspendu le temps que quelqu'un dans le besoin arrive et en bénéficie. Comme on distribue aussi une fois par mois le linge de corps, donc slip, chaussettes et t-shirts, ça on aime bien de recevoir aussi. Si, on est toujours preneur. Maintenant j'aime autant qu'on me donne un petit coup de fil avant déjà pour qu'on puisse s'organiser et savoir aussi pour voir un peu ce que la personne va amener, parce que les gens ont tendance à se dire on amène tout et vous vous débrouillez après. Tout ce qui est matériel, gel douche, brosse à dents, etc. Au maximum on essaie de recevoir, de demander via notre site Facebook ou même le bouche à oreille. Sinon on est quand même amené à acheter aussi, quoi. Si vous êtes inquiet pour une personne que vous croisez dans la rue, la meilleure chose que vous puissiez faire pour lui en fait, c'est de nous contacter. Et de nous dire où il se trouve, de nous le décrire, comme ça on essaie de le reconnaître, et alors nous on peut aller évaluer la situation. J'ai aussi des dons de vêtements, tout type de vêtements hommes, de plus petite taille, parce que notre public n'est pas très fin, est justement très fin.
des sacs à dos, des vestes, des chaussures, des sous-vêtements, des polaires parce que l'hiver approche. Chez Smile, vous pouvez nous contacter soit par téléphone, soit par mail. Tout est mis sur notre site internet. Souvent, ce qu'on nous dit, c'est moi, j'aime pas donner de l'argent quand je croise une personne sans abri en rue parce que je sais pas à quoi elle va utiliser cet argent. Tout à fait. Et ce que nous, on répond alors, c'est que on comprend tout à fait. Et alors, peut-être un moyen d'aider la personne en sachant où va aller votre argent, c'est de faire un don à une association, que ce soit nous ou une autre, qui aide justement les personnes sans abri, parce que là, vous savez que cet argent va aller à quelque chose qui va les aider.